Élisabethville, le 20 mars 1961. Alors que le jeune État du Katanga cherchait à affirmer sa souveraineté, une délégation congolaise menée par le président Kasavubu revient de la conférence de Tananarive, porteuse d'un espoir fragile. Un bulletin confidentiel signé par le commissaire à la sécurité, Israël Albert, lève le voile sur les tensions encore vives entre fractions congolaises, ou autrement entre Kinshasa et Élisabethville, et une profonde méfiance envers l'influence belge. Le 20 mars 1961, à Élisabethville, le président Kasavubu arrive entouré de sa délégation. Ils reviennent fraîchement de Tananarive, où une tentative de réconciliation vient d'éclore. Dans les salons feutrés de l'hôtel Léopold II, M. Adoula partage ses inquiétudes. Les paroles échangées à huis clos à Tananarive ont fuité dans la presse locale. Pourtant, les réunions s'étaient tenues en toute confidentialité. Aucun journaliste, aucune caméra, un silence volontaire, mais trahi. Adoula pointe du doigt des conseillers flamands, proches du pouvoir katangais. Selon lui, ils mènent des manœuvres de sabotage informationnel. Ces révélations n'ont qu'un seul objectif: accentuer la fracture entre Léopoldville et Élisabethville, s'aimer donc la discorde. Les Belges nous ont colonisés une fois, lance Adoula, mais ne le feront pas une seconde fois. D'un ton ferme, Adoula soupçonne l'ancienne colonie belge qui soutient la sécession katangaise de fomenter une politique de diviser pour mieux régner entre Élisabethville et Léopoldville. Il critique l'absence des techniciens belges à Léopoldville, opposés à la domination flamande au Katanga. Ces bulletins relèvent ainsi une fracture mémorielle et politique encore béante en 1961. Ce document de mars 1961 révèle l'ampleur des tensions et des méfiances entre factions congolaises à l'aube d'un avenir incertain. Katanga, Léopoldville, Tananarive, autant de noms qui résonnent comme les clés d'un passé à ne pas oublier. Et aujourd'hui encore, l'histoire semble se répéter. Une partie du territoire national est dirigée par le président Félix Tshisekedi, alors que l'autre par la coalition M23 AFC qui contrôle des zones stratégiques à l'est. À Doha et à Washington, des pourparlers s'engagent, portés par des médiateurs internationaux, dont l'agenda reste opaque pour les Congolais eux-mêmes. Comme en 1961, les négociations se poursuivent loin du peuple, dans des salons feutrés, sous les regards de puissances extérieures. Mais la paix véritable ne se décrète pas, elle se construit. Elle exige mémoire, justice et souveraineté. Et peut-être, un jour, le Congo parlera d'une seule voix. Par cet élément, nous venons ici faire une comparaison entre un passé récent à l'échelle d'une nation, 1961, à l'aube de l'indépendance du Congo, notre nation s'est retrouvée confrontée à peu près aux mêmes réalités socio-politiques et économiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Une partie du pays qui déclare sa sécession, qui déclare une autonomie, mais une autonomie qui ne vient pas
de l'essence même de la volonté souveraine du peuple, une autonomie téléguidée par l'ancienne puissance coloniale elle-même. Aujourd'hui, l'Est de la RDC est en proie à une sorte de tentative de balkanisation qui ne vient pas de la volonté de la population de l'Est de la RDC seulement, mais plutôt de l'influence rwandaise et ougandaise. Kinshasa, par la volonté du président Félix-Antoine Tshisekedi, essaye de ramener ces deux factions autour d'un peuple pour trouver une solution, comme Kasavubu en 1961 et Moïse Tshombe. Malgré cela, plusieurs théâtres de négociations s'offrent à Kinshasa, Doha, Washington. Hier encore, c'était à Luanda. Malgré cela, les Congolais veulent se parler, mais ils se retrouvent confrontés à l'agenda qu'ils ne maîtrisent pas de ceux-là même qui leur offrent une table de négociation, comme ce fut en 1961. D'où notre appel, ici, à la volonté de changer les choses véritablement en RDC par les dignes fils et filles du pays, en tenant compte de ce contexte historique qui semble se répéter. Devons-nous répéter les erreurs du passé? Quand est-ce qu'allons-nous comprendre que la solution, la paix durable, ne viendra en RDC que lorsque les solutions seront proposées par les Congolais eux-mêmes, loin des influences de ceux-là qui nous proposent une paix préfabriquée à Washington, à Doha, qui très souvent cache des intérêts très malsains pour la souveraineté du Congo, pour le bien-être des Congolais, pour le développement de notre chère nation, pour qu'enfin nos richesses puissent profiter aux enfants des Congolais, pour qu'enfin notre terre bénie soit un support pour notre bonheur. Nous avons ici fait le lien entre les événements de 1961 et ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Et nous osons croire, nous espérons que sagesse revisitera encore les Congolais et que nous trouverons une solution durable à notre crise actuelle. Que Dieu garde la République démocratique du Congo. N'oubliez pas de vous abonner. Suivez-nous pour d'autres récits historiques, comparatifs